Alors les chamans vous disent que en fait, plus le chaman va pratiquer et plus il va être possédé par un animal. Et en fait, c'est pas le chaman qui a le pouvoir, mais c'est l'animal qui vient le posséder, qui lui donne son pouvoir. Alors c'est pour ça que chaque chaman va développer ses propres capacités, ses propres relations avec des esprits, et qu'on ne va pas forcément voir un chaman, le même chaman pour un problème différent. On va choisir le chaman qu'on va aller voir en fonction du problème qu'on a, parce que chacun peut résoudre un problème différent. Transformation des perceptions sensorielles, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai plus des pattes, j'ai plus des mains, j'ai des pattes déjà, et surtout le nez. C'est comme si nos sens fonctionnaient à un niveau 2, c'est-à-dire que le nez ne sent plus des odeurs. Ils sont des endroits qui sont disharmonieux. Donc le chaman se promène et il renifle comme ça, comme un animal, vraiment comme un chien ou comme un loup. Et là où il va renifler, c'est qu'il y a une disharmonie. Il a repéré cette disharmonie. Alors il va émettre des sons, des langages et des chants qu'on ne connaît pas, que je ne connais pas, mais dont j'ai l'impression qu'ils vont réparer cette disharmonie qui est repérée. Et la sensation de dépersonnalisation, bien sûr, parce que le jeu, il n'existe plus. Parce que tout d'un coup, je suis un loup, je suis un cheval, je suis un cochon, je suis une sauterelle, je suis n'importe quoi, mais je ne suis plus je. Alors ça, c'était très intéressant de le vivre, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que je ? Sinon, ce que j'ai l'habitude d'être. Il suffit de changer un petit truc, et tout d'un coup, ça disparaît. Donc ça, c'est un enseignement très très important et qui m'a beaucoup apporté. Alors la question est pourquoi ça fait tout ça ? Je me dis bien que le son du tambour doit faire quelque chose dans mon cerveau qui l'oblige à fonctionner différemment, et puis tout d'un coup, ça me donne accès à ça. Parce qu'en dehors de ces trans, j'ai l'impression d'être normal, enfin d'être comme tout le monde. Alors je décide d'aller rencontrer des scientifiques. Le premier à qui je m'adresse, c'est mon médecin, et qui me dit, écoute, moi j'ai un collègue, mon copain, là il est psychiatre, ce serait peut-être bien que tu ailles le voir. Est-ce que je vais faire ? Et heureusement que je rencontre un chercheur comme Pierre Éthévenon, qui est ici dans la salle, et qui lui est directeur de recherche honoraire de l'INSERM. Il a travaillé sur les états modifiés de conscience parce qu'il a étudié à Princeton l'effet des substances hallucinogènes du LSD sur le champ visuel, par exemple, des choses aussi passionnantes que ça. Il a été un des premiers à dire la méditation modifie le comportement du cerveau. Dans les années 70, il disait ça déjà. Alors à l'époque, on l'a pris pour un nain, comme moi, quoi. Hein, et évidemment, l'évolution de l'imagerie cérébrale lui a donné raison. Alors je vois Pierre et je lui raconte mon histoire, et puis il m'écoute lui. Et il m'a dit écoute, faites-moi une démonstration. Et je lui fais une démonstration avec le tambour, le loup, tout ça. Et il dit oui, effectivement, ça paraît étrange, mais ça paraît intéressant. Et alors je lui dis est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen justement d'étudier ce qui se passe dans le cerveau Et il me dit avec le tambour ça va être compliqué, parce que si on met des électrodes reliées à un ordinateur et que vous jouez du tambour et surtout vous sautez comme ça là dans tous les sens, ça va pas aller du tout. Bon, alors il me dit écoutez, si vous voulez qu'on arrive à faire ces recherches, il va falloir vous passer du tambour et puis surtout vous calmer un peu là, parce que la transe c'est franchement. Alors, je ne sais pas du tout si c'est possible de provoquer la transe juste par la volonté, parce qu'en Mongolie, ils utilisent le tambour, personne ne s'est posé la question, et surtout, ça les fait rire, ce genre de recherche, ça les fait rigoler. Donc je m'entraîne chez moi, je m'assois par terre parce que je sais que si je reste debout je vais me casser la figure, donc je me mets sur les genoux et je m'entraîne. Alors je me dis que le son du tambour provoque un tremblement comme ça, comme je vous ai dit au début, ça commence à faire comme ça, donc j'ai dit peut-être que si je fais comme ça va reprovoquer la transe. Donc au début ça marche pas, mais ça finit par marcher, et j'arrive comme ça, à retrouver la transe. Donc je m'entraîne pendant quelques semaines, voire mois, à essayer aussi de la maîtriser, cette transe. Ce que la chamane me disait de faire, parce qu'elle me disait, il faudrait quand même que tu arrives à, plutôt que de sauter, essayer de voir ce que te racontent les esprits.
Mais c'est vrai qu'avec elle, je n'avais pas cru vraiment et j'étais moins motivée que pour être souris de laboratoire. Donc voilà, bon, c'est comme ça. C'est le destin de chacun. Alors, je me suis entraînée à moins bouger et quand j'ai été prête, je suis retournée voir Pierre Éthévenon qui m'a dit, à qui j'ai refait une démonstration et qui me dit là, ça va, on va pouvoir te valider souris de laboratoire. Voilà. Alors, c'était le plus beau jour de ma vie. Hein, voilà. Et donc, Pierre m'a mise en contact avec un chercheur. Voilà, allez, on va le découvrir. C'est lui, c'est Pierre-Flore Henry. Alors Pierre-Flore Henry, il est à l'Alberta Hospital à Edmonton, au Canada. Il est directeur de recherche du laboratoire EEG, mais il est aussi neurologue, psychiatre, et surtout il dirige le service de psychiatrie adulte de l'hôpital. Bon, ce qui n'est pas forcément fait pour me rassurer, mais enfin, au moins, je vais avoir une réponse et je vais savoir si les chamans, tous les chamans en Mongolie sont fous ou pas, quoi, voilà. Alors, il décide de me recevoir, de faire un enregistrement de mon cerveau à l'état normal et puis après à l'état de transe. Alors, il me fait faire d'abord une démonstration devant une quinzaine quand j'arrive à l'hôpital là-bas à Edmonton. Il fait moins 20 degrés déjà, donc je suis déjà dans l'ambiance, comme en Mongolie, c'est pareil. Et il me fait faire une démonstration devant une quinzaine de psychiatres, neuropsychiatres. Voilà. Alors je me mets par terre, je fais une démonstration, j'entends en transe, je me mets à pousser des cris de loup, de toutes sortes de bêtes, mais il y a aussi des langages, hein, comme je vous ai dit, il y a aussi des langages inconnus, il y a des chants, il y a plein de choses. Là, c'est le début de la transe. Un exemple. Bon, on peut arrêter. Et voilà. Vous voyez le G dans cet état-là. Donc il est évident qu'il se passe quelque chose au niveau du cerveau. Quand je sors de la transe, il y a un grand silence dans la salle et un premier dit « c'est vraiment un dédoublement de personnalité violent, hein ?» Alors le plus étonnant, c'est que vous en revenez. Alors ça, on n'a jamais vu ça. Et il y a un autre qui dit, mais moi je dirais même un syndrome de personnalité multiple. Encore mieux. Et puis un autre en rajoute une couche et il dit, mais peut-être une méningite limbique. Voilà, mais c'est pas pour ridiculiser les scientifiques parce qu'ils sont extraordinaires, hein, de toute façon, c'est vrai. Bon, voilà, mais c'est juste cette expérience qui est un peu bizarre. Bon. Alors, tous me tendent leur carte de visite en me disant bah oui, on veut vraiment connaître la suite et savoir, parce qu'ils ne comprenaient pas comment j'allais dans ces étapes, et je revenais comme ça, c'était bizarre pour eux.